Merci Agnès de m'avoir invitée, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Donc en effet, aujourd'hui je vais vous parler de l'archéologie africaine, et notamment parce que pour la période qu'on va voir aujourd'hui, globalement depuis 20 000 ans, les conditions climatiques et environnementales en Afrique ont connu de profonds bouleversements. Donc, recomposition des paysages, migration ou disparition de certaines faunes sauvages, autant de processus qui ont poussé les sociétés humaines à changer et à adapter leurs relations au monde animal en fonction de ces conditions changeantes et plus ou moins contraignantes. Donc on va illustrer un peu tout ça aujourd'hui, mais quand on parle en général animaux africains au départ, en général on pense à ça, on pense à des beaux animaux un peu exotiques, sauvages ou domestiques. Quand on parle aussi animaux dans le passé, souvent on pense à ça, des gravures rupestres, des illustrations, des momies, etc. Mais en fait, pour appuyer mon propos aujourd'hui, moi je vais me servir surtout de ça, c'est-à-dire de tas d'os que l'on retrouve sur les sites archéologiques et globalement qui sont les vieilles poubelles de ce que les gens principalement ont consommé. Alors c'est pas uniquement dans ces contextes-là qu'on retrouve de la faune, mais c'est quand même la majorité des cas. Mais ces petits bouts d'os tout cassés nous apprennent quand même beaucoup de choses sur le passé, et notamment donc aujourd'hui sur l'Afrique. Alors on va commencer un peu par parler de l'évolution climatique des grandes faunes et des adaptations humaines. Donc, comme vous le savez ou pas, l'Afrique est un grand continent qui est marqué par des formations végétales notamment et géologiques extrêmement diverses, qui fait qu'on a à la fois des déserts extrêmes, des milieux équatoriaux, des montagnes à plus de 4000 mètres, donc un panel d'environnements évidemment qui comprennent des faunes extrêmement variées et pour lesquelles évidemment les populations humaines ont dû s'adapter et en fonction en plus des changements qui sont survenus au cours des millénaires. Donc aujourd'hui je vais vous parler de différentes zones. On va parler pas mal du Sahara et de la vallée du Nil, mais également un peu de l'Afrique équatoriale, passer vraiment à un extrême autre, et de la Corne de l'Afrique, puisque Agnès l'a précisé, c'est là où j'ai fait ma thèse, entre l'Éthiopie et Djibouti notamment. Alors l'évolution climatique, très rapidement, depuis un peu plus de 20 000 ans, donc au moment du dernier maximum glaciaire, l'Afrique est marquée par un grand épisode aride, donc aridité extrême, développement maximal des déserts, zone beaucoup plus petite pour les forêts, et donc occupation humaine qui va être principalement, on peut qualifier de zone refuge, c'est-à-dire les montagnes, le reste de forêt et autour des grands fleuves. À partir de la fin du Pléistocène, on va avoir ce qu'on appelle la période humide africaine, où on va avoir cette fois, à l'inverse, un développement maximal des forêts, une réduction des déserts, et comme on va le voir, ça va fortement avoir un gros impact sur les cortèges fauniques, mais aussi sur les sociétés humaines. Alors dès en fait le tout début de l'Holocène, donc globalement 11 000 ans, on commence à avoir quelques petits épisodes de sécheresse, d'aridité, qui vont être, on va dire, plus ou moins forts selon les régions, mais qui vont avoir un impact aussi sur les sociétés humaines et sur les faunes. Et à partir globalement du 3e millénaire avant notre ère, le début de la dernière aridification qui va continuer jusqu'à aujourd'hui. Alors si j'illustre ça par exemple sur la vallée du Nil, on voit qu'à la fin du Pléistocène, on a vraiment uniquement des occupations humaines autour de la vallée du Nil, donc dans ces zones refuges. Et au début de l'Holocène, avec la période humide, on va avoir une dispersion des occupations vraiment dans le désert, qui est beaucoup plus habitable. Et à partir du 6e millénaire, on va avoir de nouveau une occupation principalement sur la vallée du Nil, avec la seconde phase, on va dire, d'aridification, qui, à partir du 3e millénaire, on va avoir des occupations quasiment uniquement temporaires dans les déserts et toujours une forte occupation dans la vallée du Nil. Alors, si on commence à parler un peu plus précisément de ces différentes périodes, donc je vous l'ai dit, fin du Pléistocène, grand aride sur toute la zone. Dans la vallée du Nil, on a on a quelques sites évidemment. Là, je vais vous en parler de deux, qui sont Makadma, 2 et 4, et Wadi Koubania. Ces sites sont marqués au niveau de la faune par une proportion extrêmement forte de poissons, vous voyez, 99-96%. C'est logique, ils sont installés au bord du Nil, ils vont exploiter les ressources principalement locales. Alors ce qui est intéressant avec les poissons du Nil, c'est qu'ils permettent la reconstitution de la saisonnalité des occupations. En effet, on a différents types de poissons. On va avoir des poissons dits d'eau peu profonde, comme le tilapia ou le poisson-chat,
C'est-à-dire que c'est des poissons qui ont besoin d'assez peu d'oxygène et qui vont pouvoir avoir des comportements de migration, comme je vais vous montrer après. Et on a des poissons dites d'eau ouverte, comme la perche du Nil ou le bagre, qui, eux, vont devoir rester en permanence dans le lit mineur du fleuve. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, en fonction de ces caractéristiques, les poissons vont avoir des comportements différents. À la fin de l'étiage, donc la période sèche, mois de mai, on va dire tous les poissons sont dans le lit mineur du fleuve. Au début de la crue, les poissons comme le tilapia ou le poisson-chat vont commencer à bouger et aller se reproduire dans la plaine alluviale qui est inondée. Donc on va avoir au moment de la crue d'abord la ponte au bord des marges de cette plaine alluviale, la ponte des poissons-chats, puis la dispersion des alevins des poissons-chats, la ponte des tilapias, et à partir du moment de la décrue, les adultes vont repartir dans le lit mineur, et alors que les juvéniles, un certain nombre de juvéniles, vont se retrouver piégés dans la mare résiduelle de cette plaine alluviale. Donc évidemment, tout ça va jouer aussi sur les techniques de pêche, puisque quand les poissons sont dans la plaine alluviale, ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'il y a une chose passionnante chez les poissons, c'est que leur croissance est continue. Alors dans une marge évidemment limitée par espèce, vous n'aurez jamais une sardine de 2 mètres de long, hein, mais la croissance est continue. Et la taille des os est proportionnelle à la longueur du corps et de n'importe quel os. Donc à partir du moment où on a des référentiels qu'on a pu faire sur des poissons modernes, où on connaît la taille actuelle, on peut mesurer tous les os, faire des courbes de régression et les inverser pour les ossements archéologiques. Et donc si je reprends un peu les sites dont je vous parlais, sur le site de Wadi Koubania, on va trouver sur certains nombres, en fait c'est des petites occupations qui sont dispersées autour du site. Sur certains sites, on va trouver beaucoup de poissons plutôt adultes. On trouve aussi du poisson-chat et du tilapia plutôt adultes. On trouve aussi des anguilles, qui, il faut savoir, sont friandes des œufs de poisson. Et en fait, ce qui suggère plutôt une occupation au début de la crue, une pêche dans la plaine alluviale au début de la crue, donc c'est-à-dire plutôt en été. Sur d'autres sites, on va avoir plus d'individus plus petits, donc plutôt juvéniles, ce qui pourrait suggérer plutôt une occupation au moment de la décrue, c'est-à-dire en hiver, au moment où on a déjà des juvéniles qui vont se retrouver piégés dans les mares, dans la plaine alluviale. Voilà. Donc on peut comme ça un peu reconstituer la saisonnalité des sites. Alors sur ces sites, on n'a pas que du poisson, on l'a vu, on a aussi un peu de mammifères, on a notamment de l'auroch, du bubal, donc une antilope africaine. Donc l'auroch et le bubal, eux, sont des animaux qui vont profiter des forêts-galeries qui se développent le long du fleuve. Alors qu'on a des espèces comme la gazelle d'Orcas, mais aussi le mouflon à manchette, le chacal, le lièvre, l'âne ou la hyène, qui sont des animaux là plus désertiques et qui vont venir au bord du fleuve plus de façon ponctuelle au moment des périodes sèches pour profiter de l'eau. Et en fait, tout ça nous renvoie donc à un environnement de savane herbeuse à acacia, avec des forêts-galeries le long du Nil et de ses chenaux. Alors là, on part un peu plus au sud, au Soudan. Je voulais vous présenter ce site qui est assez exceptionnel. Donc on est une occupation à peu près 20 000 ans avant notre ère. Et on a trouvé sur ce site de l'âne, de l'auroch, de l'antilope chevaline, mais aussi, plus étonnamment, de l'hippopotame, du rhinocéros, de l'éléphant et de la girafe, qui sont extrêmement rares sur les sites archéologiques. Ce sont des animaux effectivement très gros et difficiles à chasser. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'il est installé au pied d'une falaise et au bord vraiment de la plaine alluviale du Nil. Et on pense en fait qu'une des techniques de chasse de ces très gros animaux était soit l'utilisation des falaises pour faire tomber les animaux, soit l'utilisation des marécages, c'est-à-dire de les pousser dans les marécages pour les empêcher d'avancer et de pouvoir les chasser, les tuer. Alors, toute cette période au Maghreb, période culturelle qui s'appelle l'ibéro-maurisien, on a, donc je vous l'ai dit, une période d'hyper-sécheresse, donc avec un recul très très fort le long des côtes de la végétation. Donc une grande partie en fait de la zone est inoccupée et ça va être des occupations qui vont être vraiment limitées à une bande tout près de la côte. Voilà. Tout le reste est complètement inhabitable.
avec un environnement de semi-désert, de savane sèche. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau archéologique? On va retrouver encore une fois le mouflon à manchette, donc lui qui occupe plutôt les escarpements rocheux. On va retrouver encore une fois de l'auroch, qui était largement répandu, donc vraiment sur toute l'Afrique du Nord. Le bubal, encore une fois. Des espèces plus désertiques comme la gazelle d'Orcas. Et on voit se développer aussi, à partir du XIIIe millénaire, des escargotières, donc plutôt avec des escargots terrestres. On n'est pas sur des amas coquillés marins. Donc, si on avance un peu dans le temps, on arrive à la période humide africaine. Donc là, je vous l'ai dit, les environnements changent profondément. Et donc, on va avoir une forte recomposition des cortèges fauniques et une occupation aussi très différente de toute la zone. Là, c'est un peu une carte du Sahara qui recense tous les sites où on a retrouvé de la faune. Donc, on a quand même pas mal de sites, même si dans ces contextes désertiques, elle n'est pas toujours très bien conservée. Donc on repart sur la vallée du Nil. Donc je vous l'ai dit, cette fois on a largement des occupations dans le désert. On a très peu de sites à cette époque dans la vallée du Nil, parce qu'en fait on a une période qu'on appelle la période du Nil sauvage, où le Nil était extrêmement puissant, très très fort, et ce qui a certainement enterré la plupart des sites sous de forts alluvions. Et il y a eu en plus beaucoup de mouvements, on va dire, du fleuve, qui font qu'il y a certainement des sites qui ont disparu, recoupés par le fleuve. Donc on a quand même le site de El Kab, 7e millénaire, où on trouve du poisson, et cette fois notamment des poissons d'eau profonde, comme tout à l'heure je vous en parlais, le bagre ou la perche du Nil, associés à la présence de harpons. Ça avait suggéré à l'archéologue Pierre Vermersch qu'il y a peut-être l'utilisation pour la première fois de bateaux pour aller pêcher sur le Nil. Et on trouve encore une fois de l'auroch, du bubal et de la gazelle. Donc dans le désert, on va retrouver pas mal d'espèces, encore une fois, désertiques, puisque même si on est en période humide, il ne faut pas imaginer la forêt tropicale. Hein. On est quand même dans une savane encore sèche, mais on a quand même de la végétation. Et donc différentes espèces de gazelles, de l'oryx, du lièvre, et puis quelques carnivores, de l'autruche, et encore une fois du mouflon à manchette. Donc c'est un environnement, on va dire, de savane herbeuse à acacia. Un peu plus à l'ouest, au Niger, je vais vous parler rapidement du site de Gobero. Donc là, vous avez une vue du site actuel, très riant. Donc site occupé dans sa première phase, donc au 8e et 7e millénaire. Donc c'est un site où, à l'époque, en fait, aux abords du site, il y avait des lacs, des petits lacs, qui a permis évidemment l'occupation humaine et la présence donc d'habitats et de sépultures. Donc là, vous avez une vue des sépultures avec des populations enterrées très, très comprimées, et des populations qui ont des caractéristiques physiques qu'on va retrouver un peu sur toute cette bande sahélienne, des populations très grandes, plus de 2 mètres de haut, même pour les femmes, des populations très robustes, voilà, qui marquent un peu cette période et qu'on ne retrouvera pas forcément après. Donc au niveau de la faune, enfin de l'exploitation animale, on a un certain nombre de harpons et de microlithes pour la chasse, et on a effectivement des poissons, une perche du Nil, poisson-chat, des espèces aussi aquatiques comme la tortue molle ou l'hippopotame, et toujours quelques mammifères autres, terrestres, comme le cob, le bubal ou la gazelle d'Orcas. Donc encore une fois, on est dans un environnement où on a une savane plutôt sèche, mais aussi des environnements aquatiques de type plutôt marécage, autour des lacs. Donc ce site de Gobero, on a la fin de la première occupation qui est marquée par une inondation du site, puis une période aride, toujours vers ce 6e millénaire, une des premières périodes arides de la fin de la période humide. Et on va avoir une nouvelle occupation, la fin du 6e, dont on reparlera après. Autre site saharien assez impressionnant, c'est le site de Takarkori. Donc là, on est vraiment, voilà, on est ici, donc tout au sud de l'Algérie, dans les massifs montagneux du Sahara. On a un site qui a été occupé donc du 9e millénaire jusqu'au 3e millénaire, et donc qui a fourni une séquence stratigraphique très importante. Sur ce site, on trouve encore une fois des poissons, tilapia, poisson-chat, de la tortue, du crocodile.
Et on voit dans les proportions, c'est pas en petites proportions. On voit que là, c'est les périodes les plus anciennes, on en a quand même plus de 90%. Ça va aller en se réduisant avec les périodes plus récentes et avec la rédification. Et ce qui est intéressant aussi, c'est là, je voulais pas représenter là, mais au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de poissons-chats et moins de tilapia. Et en fait, le poisson-chat est vraiment une espèce qui s'adapte le mieux aux conditions arides, puisqu'il peut même survivre hors de l'eau pendant plusieurs heures. Il a moins besoin d'une eau oxygénée que d'autres poissons. Donc il est plus adapté, on va dire, à ces conditions désertiques. Et alors ce qui est intéressant avec ces restes, c'est qu'on se dit, à la période du Grand Aride avant, on n'avait pas ces espèces, c'était complètement le désert. À la suite, on ne va plus les avoir non plus. Donc d'où est-ce qu'elles sont venues, ces espèces? Et donc ça, c'était tout le travail de Wim van Nier, qui était ici à Bruxelles, pour essayer de reconstruire, on va dire, de travailler sur les données paléo-hydrographiques pour proposer des hypothèses, de savoir est-ce qu'ils venaient plutôt de l'ouest, du mégalac Tchad, ou alors carrément de la vallée du Nil, par dispersion, par connexion de ces paléofleuves de l'époque. Mais en tout cas, on voit qu'on avait quand même ces faunes-là, très aquatique dans un contexte qui est maintenant complètement désertique. Alors toujours sur ce site, on a d'autres taxons. On a une vingtaine de taxons d'oiseaux, dont une dizaine qui sont piscivores, comme le pélican. On a aussi un certain nombre de mammifères, pareil, qui dépendent de milieux assez variés, soit de milieux très désertiques, comme le fennec, la gazelle ou le mouflon à manchette, mais des espèces aussi plus de savane, plus arborées. Et on en reparlera aussi, on a l'apparition des animaux domestiques à la fin du 7e millénaire et au début du 6e. Alors, avant de parler période vraiment plus récente, même si ce n'est pas ma spécialité, je voulais vous montrer un peu ce que dans ce Sahara, on peut apprendre aussi avec la rupestre, en combinant les données, on va dire, phoniques et rupestres. Donc là, je vous présente une carte avec les points. Donc les points verts sont avant 2000 avant notre ère, et les points oranges sont après. Donc là, c'est toutes les occurrences de girafes, par exemple, qu'on peut retrouver dans le Sahara, avec une majorité plutôt de points verts, donc de points les plus anciens, et beaucoup dans la vallée du Nil, mais qui montrent quand même que, même sur des périodes plus récentes, on a de la présence de la girafe assez au nord pour le Sahel. Mais ça reste quand même, il y a quand même de grosses zones complètement vides. Et en fait, quand on ajoute les données de la rupestre, on voit qu'on a une répartition évidemment complètement différente. Alors, bien sûr, la rupestre ne veut pas dire forcément que les animaux étaient là, mais quand on a une telle concentration quand même de représentation, on peut quand même se poser des questions. Et en fait, très certainement que ces massifs, donc là c'est un peu dans ces massifs-là, tout à l'heure je vous ai présenté le site de Takarkori, ces zones-là, massifs rocheux, présentaient jusqu'à des périodes assez récentes des conditions suffisantes pour permettre à la survie des girafes. Alors il faut savoir que les girafes peuvent s'adapter pas mal à l'aridité. Elles n'ont pas obligé de boire tous les jours, elles vont trouver de l'eau dans les acacias qu'elles mangent, donc elles peuvent supporter une certaine forme d'aridité. Deuxième exemple, pour terminer là-dessus, sur l'hippopotame. Donc là, on voit la présence de l'hippopotame, évidemment beaucoup autour de la vallée du Nil, mais aussi sur d'autres zones où on avait des cours d'eau, comme ce qui était suggéré, encore une fois, par les données de Takarkori. Et quand on passe sur les représentations rupestres, alors on en a moins, mais on en a, encore une fois, dans ces massifs montagneux du Sahara central, et puis évidemment autour de la vallée du Nil, qui pourraient aussi, encore une fois, suggérer leur présence jusqu'à des périodes assez récentes, même si on n'en a pas de traces ostéologiques. Alors un autre animal qui est représenté beaucoup, c'est le mouflon à manchette. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur certains sites. Donc au Maghreb, on le voit pendant la période aride, on a une très forte exploitation du mouflon à manchette. Sur certains sites, il va représenter 91% des restes fauniques, avec une chasse saisonnière d'animaux plutôt adultes et un abondant matériel de chasse. Un autre site, là, qu'on est plus dans le Sahara central, Wanafuda, 9e, 7e millénaire avant notre ère, on a encore énormément de mouflons, avec quelques autres espèces. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a sur ce site notamment, on a des importantes couches de fumier
on a des céréales, et en fait, on a des indices qui suggèrent qu'on a une certaine gestion des troupeaux. C'est-à-dire qu'on va parquer les animaux, on va les nourrir à certains moments de l'année. Donc on a une gestion vraiment des troupeaux de mouflons en manchette. Et on a aussi, ce que je vous disais, beaucoup de représentations rupestres. Ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est que la gestion des troupeaux n'a pas mené à leur domestication. Pourquoi ? On n'a pas vraiment la solution, on n'a que des hypothèses. Soit parce que l'animal n'était pas suffisamment domesticable, parce qu'il faut quand même un certain comportement des animaux, notamment qu'ils soient grégaires, mais il est plutôt grégaire. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne interprétation, on va dire. Mais une des autres, pour moi, l'interprétation la plus crédible, on va dire, c'est qu'il n'y avait pas une pression humaine suffisamment forte pour qu'il y ait un besoin de contrôle plus fort sur ces animaux qui aurait mené à leur domestication. On est quand même sur des zones très grandes où il n'y avait pas une densité forcément énorme de population. Et finalement, cette gestion saisonnière avec un parquage ponctuel pouvait suffire à remplir les besoins des sociétés à ce moment-là. Sachant qu'en plus, après, on va avoir la ridification de la zone. Et donc, finalement, ces zones ne vont plus être occupées par la suite. Mais tout ça pour dire en fait que cette période humide, de la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène, on va avoir un certain nombre de changements profonds dans les pratiques et dans les témoins culturels qui montrent vraiment une évolution des sociétés, notamment à la faveur de ces changements environnementaux qui ont permis des mouvements de population beaucoup plus grands. Donc dès la fin, je vous ai parlé un peu de Wadi Koubania, dès la fin du Pléistocène, on a l'utilisation de meules pour les tubercules. Et l'utilisation de matériel de mouture, c'est des choses qui arrivent 10 000 ans plus tard au Proche-Orient. Donc on a une utilisation très, très ancienne du matériel de mouture. On a une céramique qui apparaît aussi dès le 10e millénaire, donc une céramique extrêmement ancienne. Donc là, c'est un site le plus ancien, Ounjoungou au Mali, mais on a aussi au Soudan des sites dès le 8e millénaire, 9e millénaire, production aussi de céramique. On a des occupations, alors j'aurais pu rajouter Ouanafouda là en Sahara central, mais le long de la vallée du Nil, on a un certain nombre de sites qui sont, alors pas complètement sédentaires, mais qui sont occupés quand même une grande partie de l'année avec une gestion des céréales sauvages et des faunes. Et donc, pour les faunes, on a une exploitation saisonnière, parfois avec parquage, comme le cas du mouflon à manchette, des bovidés et des poissons. Donc en fait, on a des innovations techniques, on a des adaptations des modes d'occupation et des stratégies économiques. Et tout ça va se refléter par la suite encore dans l'adaptation des pratiques alimentaires et notamment l'adoption de l'élevage. Alors justement, on en arrive à ces débuts de l'élevage. Là, je vous présente une carte qui présente tous les sites, les plus anciens sites où on a trouvé des caprinés, donc moutons et chèvres. Donc on a une apparition, en fait, les plus anciens sites sont 7e millénaire, avec à la fois des sites en Libye et dans la vallée du Nil, ce qui fait penser que... alors oui, une petite précision sur les caprinés, excusez-moi, il n'y a pas leurs ancêtres sauvages en Afrique, donc ils ont forcément été apportés du Proche-Orient, puisque voilà, il n'y a pas de chèvres sauvages et de moutons sauvages en Afrique. Donc on pense que leur rapport a été fait donc au 7e millénaire, certainement, soit par la côte, par des bateaux, soit par le Sinaï. Ça, on n'a pas encore... les deux, ou par les deux d'ailleurs. C'est pas incompatible. Là, c'est la même carte pour les bovins, pour le bœuf, où on a de même des sites dès la fin du 7e millénaire, et surtout au 6e millénaire, à la fois donc au Sahara et au Maghreb, et dans la vallée du Nil. Alors ce qui est plus intéressant, ce qui pose plus question avec les bovins, c'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, on a de l'auroch en Afrique et on en a jusqu'au milieu de l'Holocène, donc assez tardivement. Et il se répartit globalement et sur tout le Maghreb et la vallée du Nil quasiment jusqu'au Soudan. Donc il y a possibilité que l'auroch africain ait été domestiqué localement et qu'il ne vienne pas du Proche-Orient. Alors, quelles preuves on a ? C'est pas grave. On a, pendant très longtemps, et toujours maintenant, en fait, on a une grosse discussion sur le site de Nabta Playa et Birkesiba, donc dans le sud de l'Égypte, où potentiellement auraient été identifiés des restes de bovins dès le 9e millénaire.
Ça avait été fait d'ailleurs par un archéozoologue belge, Achille Gauthier, qui a travaillé très longtemps là-bas. Le problème, c'est que, comme vous savez certainement, entre le roc et le bœuf, en fait, c'est la même espèce. Donc morphologiquement, c'est les mêmes animaux. Souvent, pour les ongulés, enfin pour on va dire pour les bœufs, les caprinés, au début de la domestication, du processus de domestication, les animaux vont avoir tendance à devenir plus petits. Pourquoi? On n'en est pas forcément sûr. C'est certainement multifactoriel. C'est le parcage, peut-être une mauvaise alimentation, une volonté humaine aussi d'avoir des animaux plus facilement contrôlables. Donc souvent, on se base, nous en tant qu'archéologues, sur le fait que les animaux soient plus petits, vraiment plus petits, pour dire ah bah tiens, c'est plutôt une forme domestique. Je parle vraiment des périodes du début de la domestication. Le problème, c'est que sur Nabta Playa et Birkesiba, les quelques os qui ont pu être mesurés sont pile poil dans l'intervalle de croisement entre le roc et le bovin domestique. Donc, pas de bol, ça n'a pas marché. Et en fait, les arguments principaux qui avaient été avancés pour dire que c'était du domestique étaient de dire que la zone était trop sèche, que les aurochs n'auraient pas pu venir tout seuls, et donc que forcément, c'est qu'ils ont été apportés par l'homme. Alors depuis, il y a eu d'autres sites dans la même zone qui ont été datés de la même période, et qui là clairement montrent qu'il y avait de l'auroch. Et en fait, les analyses notamment des données notamment géomorphologiques montrent que si en fait il y avait des points d'eau dans ces zones-là, notamment c'était la période humide, donc il y a pu avoir des points d'eau, et donc cet argument, on va dire écologique, ne tient pas, ne marche pas. Donc en fait, les premiers preuves fiables que l'on ait sont du 7e et du 6e millénaire, donc sur tous les sites qui sont marqués ici. Voilà, donc ça, 7e, 6e millénaire, ils auraient pu arriver en même temps que les caprinés du Proche-Orient. Alors le fait que tous les sites où il y ait le bovin soient plutôt Sud-Égypte, Nord-Soudan, et qu'il n'y en ait pas dans le nord de l'Égypte, est-ce que ça peut être un argument aussi pour dire qu'il y a une domestication locale? Alors, je ne vous ai pas mis les données génétiques en présentation parce qu'en fait, j'ai arrêté de les mettre parce que de toute façon, ça ne résout rien actuellement. On n'arrive pas, par la génétique non plus, à déterminer si on a vraiment un auroch africain, enfin, des bovins africains qui seraient issus d'un auroch africain. Principalement parce que les quelques aurochs africains qui ont réussi à être séquencés, sachant que dans les zones arides, c'est très très compliqué, il y a une très mauvaise conservation de l'ADN, en plus du fait que sur certains pays comme l'Égypte, on ne peut rien sortir, donc on ne peut pas faire d'analyse génétique. Les quelques aurochs qui ont pu être séquencés, qui viennent du Maroc, en fait, ont une signature qui est la même que celle du Proche-Orient. Donc, enfin, avec les données qu'on a obtenues, en tout cas, on ne peut pas les différencier du Proche-Orient. Donc, en fait, pour l'instant, on en reste là. On ne sait toujours pas si les bovins africains, les premiers, venaient du Proche-Orient ou ont été domestiqués localement. Et au niveau des bovins, s'ajoute à ça, en plus, pour les sites, on va le voir plus récents, la question du zébu, puisqu'on a une deuxième forme de bovin domestique qui va apparaître plus tard, qui est le zébu, donc le bœuf à bosse, qui lui est une autre sous-espèce de roc, qui a été domestiquée dans la zone indo-pakistanaise au 4e millénaire. Et alors lui, d'un point de vue d'archéozoologie, c'est très compliqué parce que c'est extrêmement difficile de les distinguer à partir des fragments osseux. Et d'ailleurs, la plus ancienne attestation que l'on ait vient en fait d'une peinture dans une tombe égyptienne, donc de la deuxième moitié du 2e millénaire avant notre ère. On a aussi une petite statuette en Érythrée qui date du 2e siècle avant notre ère. Et en fait, le premier indice vraiment archéozoologique a été identifié sur le site de Mouïs, donc un site période Méroé, donc fin du 1er millénaire avant notre ère, au Soudan. D'un point de vue génétique, on voit, mais ça c'est fait sur de l'ADN actuel, on voit qu'on a une extrêmement forte proportion d'ADN de zébu, on va dire, dans les bovins actuels, dans la Corne de l'Afrique, ce qui pourrait suggérer une introduction via la Corne de l'Afrique, peut-être au cours du 2e millénaire avant notre ère, mais actuellement on manque beaucoup de preuves. Alors, on va passer en revue quelques autres animaux domestiques quand même. On a le cas du chien. Donc les premiers restes de chiens sont vraiment 5e millénaire. On en trouve beaucoup dans la vallée du Nil. Donc très certainement, ils sont arrivés un peu... Donc je vous l'ai dit, les bovins et les caprinés sont arrivés dès le 7e millénaire, avec les premiers éleveurs. Mais
on pense qu'au 5e millénaire, on a une deuxième vague, on va dire, d'agro-pasteurs plutôt, qui viennent du Proche-Orient et qui vont arriver là avec les chiens, avec les céréales, avec le porc, on va le voir après, donc avec un package, on va dire, un peu plus développé de plantes et d'animaux domestiques. Et on trouve également quelques chiens de période assez ancienne au Maroc, très certainement par des communications avec la péninsule ibérique. Donc vous voyez le cochon, très proche aussi. Ah oui, non, une petite chose que je voulais vous dire sur le chien, c'est que récemment, enfin, il y a une petite dizaine d'années, on s'est aperçu qu'une sous-espèce du chacal doré est en fait un loup, n'est pas un chacal, mais est un loup. Et donc on pense que, mais il faudrait investiguer, enfin chercher plus, qu'il y a pu avoir des croisements entre ce loup africain et les chiens venus du Proche-Orient pour donner des races vraiment typiquement africaines. Donc le cochon, pareil, introduit donc 5e millénaire en Égypte, mais là il va très peu se diffuser. D'un autre côté, marcher avec un cochon dans le désert, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais donc il va se diffuser très très lentement dans la vallée du Nil et il va pas dépasser vraiment le sud de l'Égypte ou très peu. On a aussi à des sites assez anciens, encore une fois au Maroc, très certainement avec les communications avec la péninsule arabique, et plutôt en Afrique de l'Ouest, en fait, ça va être des périodes très récentes, et là, c'est plutôt des introductions par les Européens au 2e millénaire de notre ère. Alors, le cas de l'âne est intéressant, parce qu'en fait, c'est une des seules domestications africaines. Et là, on en est sûr. Donc on a, pareil, les plus anciens restes qu'on ait retrouvés sont dans la vallée du Nil. Alors ce qui est compliqué avec l'âne, d'un point de vue archéologique, c'est que d'une part, contrairement à ce que je vous ai dit pour les bovins et les caprinés, lui ne va pas réduire de taille au début de sa domestication. Il va rester assez grand. Et en plus, comme c'est un animal qui, même aux périodes anciennes, est très très peu consommé, on ne le retrouve pas dans les poubelles. Quand un âne meurt, souvent on va le balancer loin pour pas attirer les charognards, mais on va pas le mettre dans la poubelle commune, dans des fossés ou dans les poubelles des villages. Donc en fait, on en retrouve très peu de restes. Mais on a quand même des signes de domestication. Un des cas les plus, non je l'ai pas mis là, un des cas les plus connus étant à Abydos, donc au 4e millénaire, tombe prédynastique à Abydos, où on a une dizaine d'ânes qui sont enterrés. Au niveau de la morphologie, ils font vraiment ânes sauvages, mais en fait, ils ont des pathologies sur la colonne vertébrale qui montrent qu'ils ont été utilisés pour le portage. Donc, ils étaient domestiqués. Et là, d'un point de vue génétique, on a des données intéressantes. Alors, vous inquiétez pas, je rentre pas dans le détail, mais globalement, l'analyse sur des échantillons principalement actuels montre que globalement, on a chez l'âne actuel, donc âne domestique, on a 2 grands clades, 2 grands groupes, on va dire génétiquement un peu différents, et que un très clairement est issu du nord-est africain, et notamment de l'âne de Nubie, qui est une des sous-espèces d'âne sauvage. Pour le deuxième, il y aura un deuxième foyer de domestication qui serait peut-être au Proche-Orient, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à aller jusque-là. Et enfin, juste pour parler un peu du dromadaire, parce que c'est quand même un animal emblématique de l'Afrique, en fait, c'est un animal qui a été domestiqué assez tardivement, 2e millénaire dans la péninsule arabique. Et on a encore on a très peu de restes aussi. De nouveau, c'est un animal qui n'est pas consommé. Et donc, on le retrouve assez peu, qui est peu consommé ou qui a été à des périodes plus tardives. Et donc, on le retrouve assez peu dans les poubelles. Et on pense qu'on aurait peut-être une attestation fin du 2e millénaire en Égypte, mais c'est pas sûr. En fait, c'est surtout à la fin du 1er millénaire, avant notre ère, qu'il s'est développé et qui va après partir à travers tout le Sahara. Et puis vers le sud également. Vous m'excuserez, je bois un petit peu. Donc, comme on le voit en fait, à partir du 7e millénaire un peu, mais surtout à partir du 5e millénaire, on va avoir vraiment une diffusion des animaux domestiques, d'abord des moutons et chèvres, puis des autres espèces, d'abord vers le Sahara et le long de la vallée du Nil, et donc vers le sud. Cette première phase en fait, de développement de l'élevage, elle est marquée donc, par une grande mobilité, je vous l'ai dit, grâce à cette période un peu humide africaine qui a fait que le Sahara était habitable, mais par une part secondaire du bétail dans l'alimentation.
C'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout sauvage au tout domestique d'un coup. Ça va être très très long, et dans un premier temps, les animaux domestiques sont vraiment secondaires. Ce qui a fait dire à un collègue allemand qu'on a affaire à des pastoral foragers, c'est-à-dire c'est des éleveurs, mais qui sont encore dans des mobilités cueilleurs et une grande mobilité. En fait, donc c'est pas une transition de la chasse vers l'élevage, mais plutôt un rééquilibrage dans les stratégies de subsistance où le bétail vient en complément comme une ressource prévisible. On peut dire qu'en fait, on a un peu un garde-manger ambulant avec soi qui peut pallier, en cas de problème, aux ressources animales. Alors, je reviens un peu sur Gobero. Je vous avais dit on avait deux phases d'occupation. Donc, la seconde phase qui est à partir de la fin du 6e millénaire, où on trouve cette fois, encore une fois, dans les sépultures, une population très différente morphologiquement de celle d'avant, avec des populations plus graciles, avec de la céramique, différents outils en pierre, et plus forte consommation de coquillages et les premiers restes de bœufs qu'on va retrouver sur ce site. Donc dès le 5e millénaire. Alors justement, la vallée du Nil, c'est là enfin au 5e millénaire, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Donc on a une introduction et diffusion des domestiques depuis le Proche-Orient. Donc moutons-chèvres qui sont arrivés un peu avant, mais le porc, les céréales, le chien, les légumineuses, etc. Alors d'un point de vue de la consommation animale, on a des schémas, vous allez voir, assez variés selon les zones. Dans la vallée du Nil, dans le delta du Nil et la vallée du Nil, on a de la présence de caprinés et de bœufs, mais les ressources aquatiques, enfin là le sauvage, mais là c'est vraiment les poissons, demeurent largement prépondérants à toute cette période-là. Au nord du Soudan, on a un schéma complètement différent, puisque dès le départ, dès le 5e millénaire, on a une très grande majorité de bœufs. Donc là, on est vraiment sur un élevage bovin avec des caprinés et beaucoup moins de ressources sauvages qu'ailleurs. Et dans le désert occidental, dans le désert occidental égyptien, on a des cas un peu intermédiaires ou un peu différents, avec Nabta Playa et Birke Siba, donc des occupations, je vous en ai parlé tout à l'heure pour les occupations très anciennes, on a des occupations aussi plus récentes, où on a encore une grande part de sauvages, notamment de la gazelle et du lièvre, et les sites KS 43, KS 52, où là on a beaucoup plus de caprinés. Alors je vais m'arrêter un tout petit peu plus sur ce site de KS 53, parce que j'ai eu la chance de l'étudier, d'aller sur place et de l'étudier, et c'est un site très intéressant. Donc on est dans l'oasis de Rarga, donc au sud-ouest de l'Égypte. Il y a eu KS, ça veut dire Rarga Survey, parce qu'il y a un égyptologue français qui a fait pendant une dizaine d'années des prospections énormes dans toute la zone, où il a repéré à peu près 200 sites qui allaient du paléolithique aux périodes quasiment médiévales. Mais donc là, c'est un site, voilà, ça c'est le site actuel. Donc on est bien dans le Sahara, pas de problème. Et c'est un site, ça c'est le site en cours de fouille, et où on voit un certain nombre de structures. Et en fait, ce site est avec une stratigraphie assez importante de près d'1 mètre. Et on a eu la chance d'avoir cette stratigraphie parce que, voilà, un peu les niveaux stratigraphie, avec ces niveaux un peu rouge boueux qui scellent les niveaux anthropiques, et en fait qui sont liés à la présence sur le site de plusieurs puits artésiens. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que sont les puits artésiens, mais en gros ce sont des formations naturelles, des failles qui vont se créer et qui vont aller chercher l'eau directement dans la nappe phréatique. Donc on va avoir des sources qui vont remonter naturellement. Et là on en a repéré 3 autour du site, dont une qui a été aménagée clairement, et donc qui a permis à la fois l'occupation du site par les Égyptiens, mais qui, pour nous archéologues, a permis de sceller les niveaux archéologiques. Donc on a une conservation qui est très très bonne sur ce site. En occupation, donc vraiment au cœur du 5e millénaire, entre 4008 et 4004. Donc une occupation saisonnière liée au puits artésien. Alors au niveau archéobotanique, on a retrouvé du tamaris, de l'acacia, donc typiquement des fleurs de savane sèche. Au niveau des espèces sauvages, on a encore une fois le mouflon à manchette, autruche, gazelle d'Orcas, du lièvre, un peu de guépard. Donc un paysage voilà, typique de la période. Pardon, je reviens un peu. Donc on a quand même une majorité d'animaux domestiques, beaucoup de caprinés et du bœuf.
On a un élevage qui est plutôt centré sur la production de viande et de lait. Étonnamment, pour vous dire à quel point la conservation quand même est bonne, j'ai retrouvé une vingtaine d'ossements de caprinés périnataux. C'est des très 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 jeunes individus. Et en fait, en comparant avec des référentiels actuels, j'ai pu montrer en fait que ces animaux-là avaient à peu près 4 mois après la fécondation, et que normalement c'est 5 mois pour la naissance. Donc en fait, ils sont morts avant la naissance, c'est certainement des avortements naturels. Et en fait, dans l'élevage en milieu aride, on peut avoir jusqu'à 10% d'avortements naturels quand les conditions sont trop difficiles pour la mère. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau, donc on va avoir des avortements naturels. Donc je pense qu'on est dans ces cas-là. Et sachant qu'à l'époque, la période de naissance était plutôt en hiver, quand il y avait un peu plus d'eau, ça permet de suggérer une occupation de ces sites au moment de l'hiver. Et c'est intéressant aussi, c'est qu'on a des liens sur ce site, de preuves de liens avec la vallée du Nil. Donc on a de la céramique tassobadarienne, qu'on retrouve à l'époque dans la vallée du Nil. On a des graines de blé qui ont été importées aussi de la vallée du Nil. On a de la présence de poissons-chats et de bivalves. Et donc en fait tout ça nous suggère qu'on a dès le 5e millénaire des pasteurs qui vont venir dans le désert. Alors pourquoi? Ça c'est une autre question. Il y a des sources de silex pas mal dans le coin, donc est-ce que c'était pour l'exploitation du silex? C'est une possibilité, mais qui faisait la navette entre la vallée du Nil et le désert occidental, pardon. Voilà, de façon, je ne sais pas si c'était régulier, mais en tout cas qu'ils l'ont fait un certain nombre de fois. Et donc avec la rédification croissante, évidemment, ces groupes vont bientôt se limiter aux oasis, voire plus du tout venir dans la région. Alors un autre cas que je voulais vous montrer aussi, parce que c'est un peu plus récent, mais c'est un site assez extraordinaire. Donc c'est le site de Hierakonpolis. Donc on est en Haute-Égypte. C'est un site prédynastique, donc on est au 4e millénaire. C'est un grand, donc il y a un habitat. Là, je vous parle que d'un des cimetières, donc on appelle le cimetière des élites, HK6. Donc où on a beaucoup de tombes humaines, évidemment. On a énormément de très très beaux objets qui ont été trouvés en ivoire, en obsidienne, en silex, etc. Et au niveau de la faune aussi, on a des phénomènes assez intéressants qui sont qu'on a énormément de tombes humaines qui sont associées autour avec des sépultures animales. Donc des dépôts de tombes animales qui ont été faits tout autour. Dans lequel on a des animaux domestiques, chèvres, moutons, bœufs, mais on a beaucoup d'animaux sauvages aussi. On a de l'hippopotame, auroch, du chat, de l'âne sauvage, du bubal. Donc on a été chercher ces animaux-là pour les enterrer. Et plus étonnant, on a du babouin et de l'éléphant. Sachant qu'à l'époque, les données nous suggèrent qu'il n'y avait plus de babouins et plus d'éléphants dans la vallée du Nil à ce niveau-là de l'Égypte. Qu'ils étaient déjà, à cause de la rédification, déjà repartis plus au sud, vers le Soudan. Et au niveau du babouin, il a différentes fractures, mal consolidées. Il a aussi des phénomènes des problèmes dentaires qui suggèrent du rachitisme. Et donc, ce qui suggère en fait que les animaux ont été ramenés vivants du Soudan, mais mal nourris et mal gardés, quoi. Et parce que le rachitisme vient vraiment d'un problème de nutrition. Et pour les éléphants aussi. Alors c'était plutôt un jeune éléphant, hein, c'était pas un tout petit éléphantome, enfin c'était un jeune adulte. On a aussi des traces comme quoi il a été ramené vivant. Donc là, c'est pour montrer aussi un peu que même si ces faunes-là vont avoir tendance à disparaître en Égypte, avec les changements du climat, et puis aussi la pression humaine qui va occuper de plus en plus les espaces vitaux de ces animaux, ces animaux sauvages prennent quand même dans l'imaginaire collectif une place importante, et on met beaucoup de moyens pour aller les chercher, pour se faire enterrer avec. Donc ils ont une symbolique extrêmement forte. C'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'art rupestre, mais là je ne vais pas m'étendre, j'ai pas le temps. Voilà. Donc on va arrêter un peu sur la vallée du Nil et le Sahara, et on va partir un peu plus sur l'Afrique équatoriale. Donc je vais vous prendre juste 2 sites pour vous montrer un peu quelques cas.
Dans toute cette zone, l'Afrique équatoriale et tropicale, et le professeur Demaret le sait mieux que moi, la conservation des restes organiques est très très mauvaise, donc on a très peu de sites où on a des données phoniques. Mais on en a quand même un petit peu. Donc là, on a un site Pléistocène, Ishango. Donc on est voilà, ici. On est au bord d'un lac, mais à une période plus aride. Donc voilà le site qui est ici. Et sur ce site, on était quand même si c'était plus aride, on était quand même à côté d'un point d'eau. On a un assemblage qui est composé à 85% de poissons. Encore une fois, on retrouve un peu ces mêmes espèces qu'on retrouvait dans la vallée du Nil. On a des harpons, et aussi en os. On a de l'hippopotame, donc on a aussi des mammifères de milieu aquatique. On retrouve différentes espèces de bovidés. Par exemple, le topi, lui qui aime les milieux assez humides aussi, les plaines d'inondation. On va avoir de l'élan ou du buffle antique qui, lui, sont plutôt des animaux typiques de savane ouverte. Et on va avoir l'hylochère, qui n'est pas un bovidé, qui est un suidé. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est en gros la version forestière du phacochère. Donc, il n'habite qu'en forêt, et lui qui habite vraiment en forêt dense. Donc, on a la présence de tous ces animaux sur le site nous montre quand même une mosaïque d'environnement qui à la fois tropicale, mais quand même de la savane ouverte et de la savane plutôt sèche. À l'Holocène, donc je le disais, il y a assez peu de sites qui ont fourni des restes animaux, mais on en trouve quand même. Alors je ne vais pas vous les présenter en détail, c'est juste un peu un aperçu de ce qu'on peut trouver. Donc on a toujours du poisson, on a évidemment beaucoup d'espèces forestières, donc on retrouve l'hylochère, évidemment, le colobe, le céphalophe, du buffle nain, parce qu'on va en voir en fait un certain nombre d'espèces comme l'éléphant nain, le buffle nain, etc., qui, dans ces milieux un peu contraignants de la forêt équatoriale, vont devenir plus petits, donc vont développer en fait des formes qu'on dit naines. D'autres exemples voilà, de forêt. Là, on est un peu plus période plus récente, au propos de millénaire. Donc, je vous parlais de l'éléphant nain, enfin c'est de l'éléphant de forêt qui est plus petit que l'éléphant des savanes. Une grande diversité d'animaux plutôt forestières. Et alors, je vous parlais de ce phénomène de nanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les animaux domestiques vont arriver, donc plutôt assez tardivement, premier millénaire, ils vont aussi développer des formes naines. Donc on a des chèvres naines, des vaches aussi très petites et des moutons nains, donc qui vont s'adapter à cet environnement un peu contraignant. Donc voilà, je m'arrête là pour la forêt équatoriale, pour l'Afrique équatoriale. Et on va passer à la Corne de l'Afrique, rapidement. Hop. Alors, je vais vous parler de quelques petites zones différentes, à la fois à Djibouti, dans des milieux très arides, et à la fois des milieux de montagne très différents. Alors, pour commencer, on sort un peu de la période dont je vous ai parlé, mais je vous présente parce que c'est quand même un site assez étonnant. Un site qui a été fouillé et publié il y a quelques années, qui se trouve dans les montagnes du Balé, donc on est vraiment à l'ouest, sud-ouest de l'Éthiopie. Et c'est un site qui est occupé, donc très anciennement, entre 45 et 30 000 ans globalement avant notre ère, et qui est situé à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un des plus anciens sites du monde pour une occupation à cette altitude-là, qui veut dire aussi adaptation au niveau de l'oxygène, des ressources, etc. Donc c'était des occupations saisonnières, donc dans un abri que vous voyez ici. Alors je ne détaille pas. Je ne vais pas vous détailler tout ce tableau de faune, mais juste pour vous dire qu'on a une espèce en particulier qui est très abondante à tous les niveaux du site. Alors là, vous en avez des petites photos un peu des restes. Ça, c'est pour 1/4 de mètre carré où il y a tous ces ossements-là. Et en fait, ça correspond au rataube géant, qui est une espèce endémique à ces montagnes. Donc on est sur un gros rat, petit lapin, au niveau taille, à peu près 1 kilo. Qui n'existe donc que dans ces montagnes d'Éthiopie, voilà, cette espèce-là, et qui clairement a été consommée. On a des traces de cuisson. Là, c'est typiquement des traces de rôtissage, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez quelque chose à cuire, s'il y a un bout d'os d'articulation qui sort, lui, il va prendre le feu, alors que le reste de l'os est protégé par la chair. Donc ça, c'est typiquement des cuissures, des traces de cuisson par rôtissage. Et donc, ces personnes-là qui venaient peut-être pour l'obsidienne, enfin qui venaient de façon saisonnière,
consommer principalement et en fait exclusivement du ratope. Parce qu'on a d'autres espèces qui sont représentées dans l'assemblage faunique, comme du nyala, donc un bovidé des montagnes, du redunca, du babouin, un peu de renard, un peu de buffle. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces ossements, on n'a aucune trace anthropique, d'intervention humaine. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le site a été occupé aussi par un autre occupant, dont on retrouve ces traces-là. Vous voyez ce que c'est? C'est des coprolites. Et autour de ces coprolites et dans ces coprolites, on retrouve en fait tous les ossements complètement de cette grande faune que je vous ai montrée avant, complètement digérés et bouffés et attaqués par l'acide, etc. Donc en fait, on a des hyènes. L'abri a été occupé en partie par des hyènes tachetées et par des humains, mais la grande faune a été consommée par les hyènes, alors que les humains, eux, n'ont consommé apparemment que du ratope. Une passion pour le ratope, mais bon. Voilà. Alors en fait, l'interprétation est plutôt que, comme il venait de façon ponctuelle, il voulait certainement pas passer trop de temps à chasser ces gros animaux et que le ratope était finalement une espèce très largement disponible tout autour, avec des pièges assez facilement accessibles, et que voilà, ils ont pris un peu ce qui était le plus simple, le temps de leur occupation. Voilà. Alors on revient à des périodes un peu plus récentes. Donc là, je vais vous parler plus de l'Holocène et du début de l'élevage, donc dans la Corne de l'Afrique. Donc la Corne de l'Afrique, c'est une zone particulièrement intéressante puisqu'on a des extrêmes géologiques et environnementaux, avec à la fois des sommets à plus de 4000 mètres, des déserts, des forêts tropicales et de la savane. Donc on a un panel d'environnement sur une surface qui fait globalement 3 fois la France. Enfin, excusez-moi, je fais le référentiel français, mais je ne sais pas combien de fois la Belgique ça fait. Mais ça fait à peu près 1,5 million de kilomètres carrés. Voilà. Donc dans cette région, on a, comme ailleurs, pendant l'Holocène, une alternance de phases humides, arides, voilà. Et évidemment, donc ça va impacter un peu les sociétés, surtout selon les zones dont on va parler. Alors pour la question du début de l'élevage, en fait, on a quelques sites qui nous montrent la présence de bœufs et de caprinés, mais de façon assez tardive, puisque plutôt fin du 3e millénaire, début du 2e. Donc on est bien après les zones du Soudan ou de l'Égypte. Alors pour commencer, je vais vous parler un peu de la plaine du Gobad. Donc on est ici, donc au sud de Djibouti, pas très loin du lac Abbé. Voilà. Et dans cette zone, je vais vous parler rapidement de 3 sites, donc à Sakoma, Wakrita et Ali Daba. Donc le site d'Ali Daba, c'est un site qui est daté donc 4e millénaire, début 4e, qui se présente, hein, je ne vais pas développer trop, sous la forme de petits dépôts, avec des meules, là vous voyez notamment, qui mélangent des restes humains et des restes de faune. Tout est cramé. Les restes de faune, là vous voyez par exemple une lame percée faite en canine d'hippopotame, pardon. Là vous avez un crâne de crocodile. Alors je ne vais pas rentrer dans la symbolique de ces assemblages qui sont un peu... on en débat encore, on va dire, avec les collègues. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toute la faune en fait, qu'on a retrouvée. Et là, on a une grande diversité de faune avec des espèces de milieux aquatiques, des espèces de savane arborée, etc. Donc on a un environnement quand même qui est très différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Les sites de Sakoma et de Wakrita, donc là vous avez les photos des sites actuels. Donc c'est des sites qui ont été fouillés pendant les années 80 jusqu'aux années 2000. C'est les premiers sites du coin où on a de la céramique. Voilà. On a des matériels de mouture, on a un certain nombre de biens d'industrie osseuse. Ils sont datés donc fin du 3e millénaire. Et au niveau des sites, c'est les premiers de la Corne de l'Afrique où on a vraiment des animaux domestiques, donc du bœuf et capriné. Alors si on compare un peu ces deux sites au moment des périodes climatiques, donc Ali Daba, on est vraiment sur la période humide. On a, par les données géomorphologiques, une reconstitution qui permet de dire que le lac, qui est actuellement juste ici, en fait, venait vraiment à proximité du site. Donc on a un environnement qui est beaucoup plus arboré, et avec des espèces donc, de ces milieux arborés, voire aquatiques. Donc 2000 ans plus tard, fin du 3e millénaire, on est dans une période plutôt aride, où le lac commence à se retirer. Les wadis autour ne sont en eau que saisonnièrement, ne sont pas en eau tout le temps.
Donc on a un paysage de savane plus aride et avec, en conséquence, les animaux qui vont avec, mais toujours des poissons, puisqu'on est quand même pas très loin du lac. Voilà. Donc les stratégies de subsistance, donc à la fin, je vous l'ai dit, on a donc les premiers restes domestiques, mais on reste, et on a une situation un peu proche de ce qu'on retrouvait en Égypte, on reste quand même sur des populations qui se nourrissent quand même encore beaucoup du sauvage, et notamment des ressources aquatiques. Donc on a une occupation principalement pendant la saison des pluies, donc à l'automne. On a une production céramique abondante, mais qui, d'après la céramologue, a pas vraiment de lien avec les régions voisines. Donc c'est difficile de dire d'où elle vient. Et donc on a en fait une population d'éleveurs qui occupe la zone pendant la saison des pluies, pour la pêche, peut-être aussi pour le pâturage, pour le bétail. Et voilà, une céramique, et donc ils produisent de la céramique et dépendent encore quand même beaucoup des ressources sauvages. Donc rapidement, le sud-ouest de l'Éthiopie, où là vous allez voir, c'est des conditions extrêmement différentes. Donc là on est dans des zones de montagne, on est à 2-3 000 mètres, avec des lacs et avec de la forêt de montagne ou de la forêt classique et de la savane. Donc je vais vous parler rapidement de ces quelques sites. D'abord l'abri de Mochiborago. Donc on est sur les flancs d'un volcan et avec un abri ici. Hop. Là vous avez une vue de l'abri qui fait 600 mètres carrés. Donc là c'était moi il y a 25 ans pendant ma thèse, et qui fait 600 mètres carrés, donc qui a été occupé vraiment très largement. La disposition du sondage, la stratigraphie, donc on a toute une séquence Holocène, on a une très grande séquence Pléistocène, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais donc on a une séquence Holocène assez développée qui va du 4e millénaire jusqu'au même quasiment 2e millénaire, enfin 1er millénaire de notre ère. Au niveau de la faune, on a énormément de bovidés, grande diversité de bovidés, notamment du buffle. Un peu de carnivores, de l'argomorphe, de singes, etc. Je ne vais pas rester trop. Donc, ce qui est intéressant sur ce site, on parlait un peu de l'environnement, c'est que donc on a vraiment de la forêt. Donc ça, c'est une vue près du site. On a vraiment de la forêt de montagne. On a plus en bas, on a de la savane de montagne aussi, qualifiée savane de montagne. Et on a la zone près des lacs, donc milieu plus aquatique, qui est à une petite dizaine de kilomètres, à peu près. Et si on affaire, en fait, les espèces animales aux principaux milieux dans lesquels ils vivent, on voit en fait que pendant toute l'occupation, on est surtout sur une exploitation de milieux de savane de montagne et de forêts claires, donc des milieux assez proches du site. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, pendant toute cette phase d'occupation, on a eu des changements climatiques, on voit très clairement à Djibouti, comme je vous l'ai montré, où on a vraiment des changements de cortège phonique, de paysage, etc. Alors que là, on a l'impression qu'on ne le sent pas du tout. Dans ces montagnes qui conservent des ressources végétales, des ressources hydriques abondantes, vont être peu impactées par ces phases arides, et donc on va avoir une occupation, en tout cas à travers la faune, qui ne change pas du tout. Donc on a peu de changements pendant 5 millénaires d'occupation, et en fait, on a une absence complète d'animaux domestiques, même pour les phases les plus récentes. Donc, même pour le 1er millénaire de notre ère, on n'a aucun signe d'animaux domestiques. Pas très loin, dans la zone du Kaffa, site de Koumali, donc on est, pareil, une séquence à peu près la même, 4e millénaire, 1er millénaire de notre ère. Et là, en fait, on a une apparition des animaux domestiques et de la céramique au 1er siècle de notre ère. Donc, voilà, très tardivement. Et dernier site, pareil, Mota Cave, site, encore une fois, grande exploitation des ressources sauvages, avec des espèces très diverses de montagne. On a même de l'Oryctérope. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais enfin voilà, c'est ça. Une espèce un peu bizarre. Et encore une fois, on a de la céramique et du bétail qui apparaît au 1er siècle de notre ère. Donc par rapport à ce qu'on voit à Djibouti, on a quasiment 2-3 millénaires d'écart sur l'adoption de l'élevage. Donc si on résume un peu les données que l'on a actuellement, alors je ne vous ai pas parlé de ce site, en fait j'aurais dû l'enlever de la présentation, c'est le site de Lasgel au Somaliland.
qui a des très très belles peintures rupestres, et on a retrouvé un peu de faune archéologique. Je pensais qu'il y avait des caprinés, mais finalement, en fait, il n'y en a pas. Donc, ça, je suis désolée, j'aurais dû l'enlever, mais c'est des données un peu récentes. Donc, en fait, on a clairement des bovidés et des caprinés et de la poterie qui apparaissent, donc fin 3e, 2e millénaire, donc à Djibouti. Je ne vous ai pas parlé de ces sites-là, mais il y en a également. Et qui viennent, en fait, on ne sait pas bien si ça vient plutôt du Soudan ou si ça vient du Yémen. Sachant que les contacts avec la péninsule arabique sont très très anciens, sont dès le 5e millénaire, voire 6e millénaire. Donc, ça peut aussi venir de la péninsule arabique, mais on n'en est pas sûr. Voilà. Donc on a une céramique locale depuis le 3e millénaire et pas d'origine donc sur l'indice du bétail. Peut-être une diffusion par acculturation plutôt que par migration, on va dire vraiment de population. Et dans le sud-ouest éthiopien, donc dans les montagnes, on a un schéma très différent puisqu'on n'a pas de bétail ou de poterie avant le 1er millénaire de notre ère, donc une arrivée très tardive. On a, alors je ne vais pas détailler, mais on a peu de modifications dans le lithique. On a la production de microlithes jusqu'au XVIIIe siècle de notre ère. Donc on a vraiment une industrie lithique qui perdure très longtemps dans le temps. Et on a peu de changements dans le paysage, par exemple ce que j'ai pu vous montrer à Moche-Borago pendant 5000 ans. Et donc on se demande si finalement le développement tardif de la production alimentaire est pas lié à une... Enfin, développement tardif de la production alimentaire et cette forme d'inertie culturelle ne serait pas lié à un isolement environnemental qui a favorisé un isolement culturel. Ça a été montré également dans les milieux insulaires, notamment en Méditerranée, où finalement, quand on a des populations qui sont très bien implantées, très spécialisées et un peu isolées, et finalement, ils sont plus réticents à l'adoption de nouvelles techniques ou de nouveaux systèmes comme l'élevage. Voilà. Donc, on peut se poser la question de là, est-ce qu'on n'est pas dans ce même schéma? Donc, en conclusion, un peu sur cette période d'élevage, on a adaptation et diffusion à travers notamment le Sahara pendant la période humide, avec le bétail qui est un peu un garde-manger ambulant. On va avoir, en fonction des environnements, une adaptation des stratégies de l'élevage, notamment l'utilisation de troupeaux mixtes. Ça veut dire on va mélanger moutons, chèvres, bovins, éventuellement ânes, etc. Puisque c'est d'abord parce qu'ils ne mangent pas forcément la même chose, et puis s'il y en a un qui chope une maladie, l'autre va pas, enfin une espèce, l'autre va pas forcément l'attraper, et donc on va pouvoir essayer de sauver les troupeaux. Une consommation aussi qui est beaucoup sur le lait et le sang, donc des produits qui n'entraînent pas la mort de l'animal, avec finalement une exploitation de l'animal, une mise à mort de l'animal un peu exceptionnelle, et une adaptation aussi qui va être liée au problème des maladies infectieuses dans les zones tropicales qui sont nombreuses. Là, vous avez la carte de la répartition de la trypanosomiase qui donne la maladie du sommeil, la mouche, par le vecteur de la mouche tsetse. Et donc, on va avoir des introductions privilégiées de certaines espèces, comme les chèvres, qui se défendent beaucoup mieux et qui débroussaillent beaucoup mieux. Et avec le temps, le développement de races de bœufs, notamment trypanotolérantes. Donc, en fait, les animaux vont apprendre à résister à ces maladies-là, mais ça va prendre du temps. Donc, ça explique aussi des modes de diffusion qui vont être plus ou moins lents selon les régions. Pour terminer, je voudrais passer un petit peu de temps, revenir un peu sur les bovins, et notamment sur le African Cattle Complex. Alors, le African Cattle Complex, c'est une notion qui a été définie au début du XXe siècle par un ethnologue à propos de... Herskovits, excusez-moi, j'ai toujours du mal à dire son nom, en Afrique du Sud, à propos de sociétés d'éleveurs qui sont... en Afrique australe et en Afrique de l'Est, qui sont extrêmement dépendantes des bovins, à la fois d'un point de vue alimentaire, mais aussi pour les pratiques dans la sphère sociale et symbolique. Et donc ça, c'est des choses qu'on se voit encore aujourd'hui, mais qu'on perçoit aussi dans le passé. Et donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer pour terminer. Donc, je vous l'ai dit, l'alimentation, le bœuf va être utilisé dans l'alimentation. Pour la viande, mais de façon un peu exceptionnelle, puisque tuer un bœuf, c'est quand même important. On va le tuer pour des occasions particulières. On va pas le tuer, on va pas le consommer, la viande, au quotidien. On va plutôt utiliser le lait. Mettre en évidence l'utilisation du lait en archéozoologie, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est très très difficile. Surtout avec dans des contextes où on a des ossements qui sont très mal conservés.
Il y a des moyens, hein, mais je pense que vous en avez dû en parler, vous en entendrez parler, mais bon, moi je ne vais pas développer parce que nous on n'y arrive pas en Afrique, enfin très rarement. En revanche, on a d'autres indices qui montrent que le lait était particulièrement important dans les premières sociétés d'éleveurs. Donc on a évidemment des scènes de traite, donc là on est au Sahara, on voit des gens qui sont en train de traire les vaches. On a un autre indice qui est plus original, qui est l'insufflation. Alors, il faut expliquer un truc qui est rigolo, qui est comme ça. Chez les bovins, à la différence des caprinés, chez les races rustiques, hein, je parle plus des races actuelles qui ont été manipulées, mais chez les races vraiment rustiques, pour que le lait descende dans le pied de la vache, il faut qu'elle ait son petit à côté. Si elle n'a pas le petit à côté, si elle ne sent pas son petit, le lait ne descendra pas. Mais parfois, ça arrive que le petit meurt prématurément, et donc dans ces cas-là, on ne peut pas récupérer le lait. Mais il y a des gens qui ont trouvé comment, et je ne veux pas savoir comment ils ont pensé à ça, mais qu'il y a la technique de l'insufflation, qui en gros, il faut souffler dans le vagin de la vache, et ça fait descendre le lait. Voilà. Donc c'est des pratiques qui sont connues actuellement, qui sont connues historiquement. On a des représentations en Afrique du Sud, hein, et on en a même une représentation dans l'art rupestre du Sahara, où là on voit une vache, et là clairement on voit un monsieur qu'on peut interpréter comme ça. Donc en fait on a une pratique très ancienne de cette technique d'insufflation qui montre quand même que le lait était particulièrement important parce que c'est quand même une démarche pas anodine, si je puis dire. Autre indice, ça va être sur certains sites, notamment en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, où on va avoir des vaches avec des pieds énormes, qui sont vraiment surdimensionnés, donc qui attestent aussi, enfin qui suggèrent en tout cas l'importance du lait. Et enfin, autre technique, là qui est plus moderne, si je puis dire, qui est l'identification des résidus organiques dans les poteries. Donc là, c'est l'exemple sur le plateau du Messac, donc un site du 5e millénaire. Donc on a de la rupestre, on a des dépôts en plus, là, on a des dépôts funéraires de bovins, et on a dans les céramiques des analyses, enfin, je ne vous le détaille pas, mais en gros on a des résidus lipidiques dans les céramiques qui montrent clairement qu'il y avait du lait dedans. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, alimentaire. Mais je vous ai dit, le bœuf, il devient aussi très important dans la sphère sociale et religieuse. Et alors, comment on va le voir, ça? Comment on peut le voir d'un point de vue archéologique? D'abord, il y a la taille des troupeaux. Alors actuellement, enfin, dans beaucoup de sociétés d'éleveurs, notamment en Afrique de l'Est, on sait que la richesse d'un homme va beaucoup se mesurer, enfin la richesse d'une famille, à la taille de son troupeau de bovins, qui est encore très valorisé et très important, qui va servir en plus pour les dots de mariage, pour différentes rythmes, enfin de différents événements de la vie sociale de ces familles. D'un point de vue archéologique, moi, il y a certains sites comme ça. Alors, il y a la rupestre, qui parfois représente d'énormes troupeaux de bovins, mais il y a aussi des choses plus archéozoologiques ou archéologiques, et notamment le site de Kerma. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, pas forcément, mais bon. Le royaume de Kerma est un royaume donc, du nord du Soudan qui se développe entre 2500 et 1500 avant notre ère, et qui est marqué d'un point de vue funéraire par l'existence de grands tumuli, où on va avoir des dépôts humains, des offrandes, entre autres alimentaires, et en fait, autour de certains tumuli, on va avoir des dépôts de bucranes, de bœufs, voilà, comme là vous en voyez. Donc juste la partie haute des crânes de bœufs, et sachant que ça peut aller de 4-5 crânes à, on a une tombe où on a 4500 crânes de bœufs déposés pour un individu. Sachant qu'il y a des indices qui montrent qu'ils n'ont pas été tués sur 3000 ans, ça a été sur quelques années. Et encore plus, les analyses isotopiques ont permis de montrer en plus qu'ils venaient certains du nord de l'Égypte, de différents coins, et qui étaient donc certainement sacrifiés pour la personne. Donc là, on a l'effet nombre, qui je peux dire, qui semble important quand même, puisque plus de 4000 bêtes pour un bonhomme, c'est quand même... voilà. Autre témoignage, on va dire, de l'importance de ces bovins, ça va être dans les pratiques funéraires. Ça, c'est le site d'El Barga, donc aussi au Soudan, où on a la plus ancienne attestation d'inhumation d'un individu avec un bucrane de bovin dès le 6e millénaire. Et on va en retrouver énormément au 5e millénaire, donc là on est à Kadroka,
autre site soudanais. Le site du Messac dont je vous parlais tout à l'heure, où on a des dépôts aussi, des pratiques qu'ils appellent rituelles, mais enfin bon, en tout cas on a des dépôts de bovins intentionnels qui ne sont pas liés à l'alimentation. Et là encore, un autre cas de cimetière de El Kadada au Soudan, encore une fois, du 4e millénaire. Et après, on peut dire qu'on a aussi la place du bovin, la place particulière du bovin va être aussi mise en valeur par, va être aussi montrée par la valeur de certains individus bovins, si je puis dire. Actuellement, dans certaines sociétés d'éleveurs est-africains, on va avoir la notion de bœuf favori, d'animal favori. Et en fait, c'est quand notamment, on va dire, quand un jeune éleveur est en âge d'avoir son propre troupeau, on va lui donner un individu, plutôt une vache, qui va lui être particulière, dont souvent il va changer même son nom à lui en fonction de la couleur de cette vache, qui va peut-être un peu modifier et qui va être vraiment un animal particulier. C'est son animal favori qui ne va pas être tué et traité comme les autres animaux dans le troupeau. Donc ça, c'est des pratiques qu'on voit actuellement. Là, c'est par exemple un bovin que j'avais photographié en Éthiopie, donc où on voit qu'il a été clairement modifié, il a été transformé. Donc il est scarifié sur une grosse partie du corps. On a cranté les oreilles, on a découpé là tout le fanion graisseux, et apparemment, on est en train de lui déformer les cornes. Donc on va complètement modifier cet animal pour qu'il soit... Voilà, c'est plus une vache comme une autre, quoi. C'est vraiment celle de l'éleveur, celle elle est un lien en fait entre les autres animaux et l'éleveur. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve un peu. Enfin, voilà. On a quelques représentations dans l'art rupestre saharien où on a ces formes un peu géométriques qui sont qui posent question en fait. On ne sait pas si c'est une représentation qui a existé sur un bovin, effectivement, ou si c'est juste de l'imagination, sachant que là, je n'ai pas développé, mais d'une manière générale, la représentation des robes des bovins dans la rupestre saharien est très, très fidèle, enfin, est très réaliste. Et là, on a quelques individus qui sont complètement pas réalistes. Et est-ce que c'est pour mettre en évidence certains individus dans le troupeau aussi ? C'est une question. Et l'autre pratique pour mettre en avant un individu comme ça, c'est la déformation des cornes. Donc on va choisir de modifier, déformer les cornes de certains bovins, encore une fois, quelques individus. Donc c'est des pratiques qui sont un peu, qui se font sur des animaux vivants, donc il faut leur casser l'os, etc. C'est un peu violent, mais ça se pratique encore. On le retrouve dans la rupestre, où on a ce genre de choses, et de façon étonnante, on le retrouve aussi à Kerma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur un certain nombre de bucranes qui sont enterrés, on va avoir certains, on les a manipulés pour que les deux cornes remontent vers le haut, ou alors qu'on en ait une vers le haut, une vers le bas. Et donc ça, c'est des pratiques, c'est des choses qui se faisaient au 2e millénaire avant notre ère, clairement, parce que là, on a les bovins. Donc, est-ce que c'était aussi une façon de mettre en avant certains animaux, ou alors c'était juste pour un plaisir esthétique, si je puis dire? Ça, on ne sait pas. Mais une des pistes peut être de dire, on met en avant certains animaux dans le troupeau. Voilà, et je vais conclure. Pour dire que la diversité donc, des restes fauniques montre leur large exploitation par les sociétés humaines africaines, mais aussi des grands changements climatiques et environnementaux au cours de la préhistoire récente. Donc l'élevage apparaît dans un premier temps comme une ressource complémentaire, avec toujours une forte exploitation des ressources sauvages et notamment aquatiques, et qu'on a une grande importance économique mais aussi politique et symbolique des bovins. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.